bonsoir à toutes et à tous, merci d'être là ce soir. Nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui Chantal Jacquet à l'occasion de cette rencontre qu'on organise et qu'on consacre à l'ouvrage sur les transclasses sous la non-reproduction, dont la nouvelle édition vient de paraître au Quadrige aux presses universitaires de France. Alors Chantal Jacquet, merci d'avoir accepté cette invitation. Vous êtes philosophe, historienne de la philosophie et professeur émérite à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Vous avez consacré de nombreux travaux à l'œuvre de Spinoza, dont vous êtes l'une des plus grandes spécialistes, en portant un intérêt particulier et significatif à la question du corps et des affects. En 2014, vous avez donc fait paraître ce livre, Les transclasses sous la neuroproduction, ce qui est loin de marquer une rupture dans vos recherches, en radicalise le sens, puisque vous vous intéressez aux trajectoires individuelles et aux dynamiques de mobilité sociale, en interrogeant l'articulation concrète et incarnée des déterminismes sociaux de la liberté, vous permettant de réinvestir l'idée spinoziste de la puissance d'agir, et nous aurons l'occasion de revenir dans la discussion. Avec ce livre et avec sa réédition, vous avez donc étendu votre réflexion à la question sociale, en vous intéressant à ceux qui traversent les frontières des différentes classes sociales. En forgeant ce concept de transclasse, vous portez le regard sur ces parcours singuliers qui changent de milieu social au cours de leur vie, en refusant à la fois l'idée de miracle ou de volontarisme pur. Vous montrez que ces trajectoires se construisent toujours à travers une combinaison de facteurs, de rencontres décisives, de soutien, d'expulsion, de circonstances imprévues et parfois de ruptures plus ou moins violentes avec le milieu d'origine. À vous lire donc, ce qui vous intéresse particulièrement, c'est la dynamique vivante qui traverse les cas singuliers, et précisément non pas les glorifier ou valider une idéologie méritocratique, mais comprendre comment elles se produisent et ce qu'elles révèlent de la société. Vous montrez en ce sens que changer de classe peut être à la fois un vecteur de liberté, mais aussi une véritable épreuve identitaire, une traversée de tensions, de déchirements, de sentiments de trahison, de honte, qui impose alors une reconstruction de son identité entre différents univers sociaux. En ce sens, vos travaux nous rappellent que la mobilité sociale n'est pas simplement une question de réussite individuelle, mais un processus complexe où s'inventent des formes nouvelles de la puissance d'agir, à l'intérieur des contraintes sociales et avec le concours des autres. Et surtout, il pose la question essentielle, que devient l'ensemble de celles et ceux qui restent en bas de l'échelle, et comment penser une société qui ne se limite pas à célébrer quelques exceptions, mais qui remettent en cause le système même de classe sociale. C'est donc avec beaucoup de joie que nous vous accueillons ce soir au Salon Toutard pour réfléchir ensemble à ce que, certes, nous enseignent ces parcours d'exception, mais aussi à ce que nous enseigne plus généralement cette idée de transclasse. Donc merci beaucoup Chantal Jacquet, je vous laisse tout de suite la parole. Merci pour cette présentation. Vous avez restitué l'essentiel de ma démarche. Il s'agissait de me pencher sur des singularités que je ne voulais pas exceptionnelles, puisque quand on parle d'exception, très vite, on a tendance à soit glorifier, soit montrer comme monstre, quelque chose de monstrueux, ou plus exactement quelque chose de prodigieux. Donc on est tout de suite dans la pensée un peu magique, d'une certaine façon, où on renvoie à quelque chose d'énigmatique, une idiosyncrasie. Et tout mon propos, ça a été précisément de montrer comment se fabrique un transclasse avec le concours des milieux sociaux, avec leur propulsion, puisque ça peut être les satisfactions des aspirations des parents, ou leurs expulsions si on ne convient pas au milieu ambiant et par les orientations qu'on peut avoir, personnelles, sexuelles, le fait qu'on soit un vilain petit canard, ou qu'on soit considéré comme déviant sous toute forme. Donc ce qui était important pour moi, c'était précisément de rompre avec les récits de seules trajectoires personnelles, qui parfois occultent précisément ce qui se joue en coulisses et la fabrique, la structure du processus de passage. Alors évidemment, la difficulté venait déjà du fait que généralement on parle de mobilité sociale, et on se donne d'avance ce qu'on veut expliquer d'une certaine façon, parce qu'on présuppose que les individus peuvent être mobiles, qu'ils se déplacent dans une société, et en réalité on se donne ce qu'il y a à expliquer, pourquoi cette mobilité devient possible, et il ne peut pas y avoir de mobilité sans mobile, et il convenait d'abord de les nommer correctement, c'est-à-dire de les rendre visibles, et de produire un concept qui permette d'englober toutes les formes de passage, que ce soit des passages qui aillent d'un milieu dit modeste, un milieu ouvrier, prolétarien, pourrait-on dire plus clairement, vers un milieu
bourgeois ou grand bourgeois, et inversement, dans l'autre sens, d'un milieu aristocratique, bourgeois, classe moyenne, vers un milieu ouvrier d'employés. Donc il s'agissait de prendre tous les parcours qui font bouger les classes, d'une certaine façon, qui font que la reproduction, telle que Pierre Bourdieu et Jean-Claude Passeron l'ont pensé, même si elle est une loi des sociétés, même si statistiquement elle est extrêmement prégnante, puisque aujourd'hui encore en France, 7 enfants d'ouvriers sur 10 connaissent le même sort que leurs parents, et inversement, 7 enfants de chefs d'entreprise ou de milieux bourgeois auront la même trajectoire sociale. Mais mon objectif, c'est de montrer que c'était quand même pas une fatalité, de ne pas confondre un déterminisme avec un destin. C'est pas parce qu'il y a des causes qui pèsent sur nos existences que ces causes engendrent automatiquement les mêmes phénomènes. Une causalité statistique, ça n'est pas une causalité mécanique, de telle sorte que la cause étant posée, l'effet s'ensuit automatiquement. Donc ce qui m'intéressait, c'est de penser justement ces causalités un peu atypiques et de comprendre comment elles se produisent. C'est pour ça que j'ai parlé de non-reproduction. Non pas pour dire que la reproduction était une erreur, non pas pour dire renvoyer les individus à leur singularité, leur volonté, en disant voilà, on vous dit qu'il y a un taux de reproduction très fort dans les sociétés, mais il ne tient qu'à vous de faire démentir les statistiques. C'était pas du tout dans cette optique volontariste-là, qui me paraît illusoire, que j'ai travaillé, mais j'ai essayé de comprendre comment cette reproduction à la marge pouvait être déjouée. Et c'est pour ça que je parle moins de parcours exceptionnel que d'écart par rapport à une norme générale. C'est un peu ça qui a été déterminant dans mon travail. Oui, je vous remercie. Dans le premier chapitre, dans l'introduction de votre ouvrage, vous faites référence à Bourdieu et à la question de la reproduction des héritiers, et vous montrez que ce qui détermine, que généralement Bourdieu a exclu de son analyse l'écart des transclasses, et que, puisque ceux-ci en fait sont souvent récupérés par une idéologie méritocratique, et en particulier en France républicaine de l'école. Et qu'est-ce qui vous a poussé, vous, à vous intéresser à ces trajectoires-là en particulier, et comment est-ce qu'on peut les traiter sans passer par cette idéologie méritocratique? Alors ce qui m'a intéressé, c'est la réflexion sur les singularités, sur les cas où on est dans une situation apparemment d'impuissance, où tout semble verrouillé, tout semble joué d'avance. Et j'ai été sensible au fait que la pensée de Bourdieu n'a pas toujours été bien comprise. C'est-à-dire qu'on a eu tendance à figer la reproduction, à faire une sorte de loi d'airain des sociétés, ce que jamais Bourdieu et Passeron n'ont dit. Et j'avais envie de reprendre justement cette question de la reproduction sous un autre angle. C'est ce qui l'a fait grincer d'une certaine manière, ce qui amène à affiner les analyses, puisque Bourdieu et Passeron sont plutôt placés dans le cas général, mais j'avais noté qu'eux-mêmes avaient marqué les limites de leur propre travail, puisqu'ils avaient signalé qu'il y avait au moins 2 cas qui faisaient exception, alors j'emploie encore ce terme-là, exception à la règle de la reproduction, le cas des héritiers qui vont dilapider la fortune des parents et puis vont se retrouver dans une situation précaire, et puis le cas des enfants d'ouvriers de milieu populaire qui, généralement par le biais de l'école, connaissent une trajectoire différente de celle de leurs parents, en ayant des diplômes et en pouvant devenir cadre ou fonctionnaire, donc connaissant une autre trajectoire. Donc il signalait ces 2 cas, et ces 2 cas qui paraissaient comme des exceptions, en disant qu'il faudrait les étudier de plus près. Donc mon travail, ça ne consiste pas du tout à les contester précisément, mais à aller chercher justement les points aveugles ou les points laissés dans l'ombre, et voir ce qu'on peut en tirer, parce que parfois quand on regarde justement des singularités, ça nous permet de repenser aussi le cas général, de le voir autrement. Et il m'a semblé qu'il ne fallait pas justement penser la reproduction comme étant première, puis ensuite il y aurait les exceptions, mais il fallait penser ensemble
reproduction et non-reproduction, ce qui permettait de mieux comprendre comment, au fond, les classes sociales entretiennent des rapports de force, des relations qui ne sont pas forcément constituées par des barrières fixes, comment il y a des échanges qui se produisent, et quel est le statut de ces échanges. Et alors, ce qui m'a frappé, c'est que dans le discours ambiant, généralement, on interprète ces cas d'exception sous un regard méritocratique, c'est-à-dire on va les valoriser quand il s'agit de parcours qui vont de milieux modestes vers les classes moyennes ou la bourgeoisie, et puis au contraire les dévaloriser, ce que le langage ambiant traduit bien, puisqu'on parle d'ascension sociale quand il s'agit des classes populaires vers classe moyenne ou bourgeoisie, et puis on parlera au contraire de déclassement, de chute, si ça se fait en sens inverse. Et moi, mon propos, ça a consisté à sortir de ces interprétations un peu axiologiques, valorisantes ou dévalorisantes, pour voir exactement ce qui se passe. Parce que très souvent, on utilise donc les parcours dits ascensionnels pour mettre en avant des individus qui, à la force du poignet, grâce à leur énergie, grâce à leur volonté, leur travail, sont parvenus à se hisser au fait de la société, malgré un coefficient d'adversité très grand. Et donc ça donne lieu à cette idée que quand on veut, on peut, donc la volonté est toute puissante, et que ceux qui quittent leur classe sociale défavorisée pour aller vers les classes moyennes ou la bourgeoisie, ceux-là ont du mérite, et donc on va valoriser des qualités prétendument personnelles. Or tout mon propos, c'est de montrer que si effectivement, par exemple, les enfants d'ouvriers, d'employés, dont les parents connaissent des difficultés financières ou qui culturellement n'ont pas beaucoup de diplômes, bon, si ces enfants-là peuvent connaître une autre trajectoire, ça n'est pas lié simplement à un mérite personnel, à des qualités intrinsèques, précisément parce que tous les individus, et pas seulement les transclasses, tous les individus sont en même temps produits et producteurs des autres. Ils sont produits par les autres et à leur tour, ils vont contribuer à les produire. C'est-à-dire qu'on est dans des échanges permanents. Et par conséquent, ce que nous sommes, nous le devons en partie aux autres, de la même manière que les autres peuvent avoir une dette, alors que cette dette n'est pas forcément toujours positive, mais en tout cas, on est toujours dans l'échange. Un enfant en naissant, je le dis souvent, n'a rien et n'est rien. Sans éducation, sans ses parents, sans l'environnement, il ne peut pas se développer. Et par conséquent, on ne peut jamais isoler en lui la part qui vient des autres, que ce soit la famille, du milieu environnant, les rencontres, les amis, les rencontres professionnelles, etc. On ne peut pas isoler dans ce qu'il constitue, ce qui lui revient strictement en propre de tous les échanges et de tout ce qui la nourrit. Donc on ne peut pas isoler des qualités propres. Nos qualités propres sont en réalité des qualités que nous nous sommes appropriées ou incorporées, et dans ce jeu d'échange avec le milieu environnant, tour à tour, nous sommes des êtres affectant les autres et affectés par eux. Et donc nous incorporons les idées des autres, leur comportement, nous les imitons, ils vont à leur tour nous imiter, et par conséquent, isoler quelqu'un et parler de mérite propre, pour moi, ça n'a pas grand sens. Donc par exemple, on peut dire oui, qu'une personne a beaucoup travaillé, mais la question qui se pose, c'est de savoir pourquoi cette personne a pu travailler, qu'est-ce qui lui en a donné le désir, quels sont les gens qui lui ont fait la courte échelle, qui a valorisé le travail, quelles sont les rencontres qu'il a pu faire, qui ont pu le constituer. Donc c'est important de penser ça, c'est-à-dire cette espèce d'échange permanent, et c'est en ce sens-là que je me suis beaucoup référée à Spinoza, c'est l'idée que les individus ne sont pas des substances qui subsistent en elles-mêmes et par elles-mêmes, mais ce sont des modes de la nature, autrement dit des modifications de la nature qui produit une infinité de choses, et ces modes se modifient à leur tour ou vont modifier à leur tour les autres, et voilà pourquoi ça n'a aucun sens de penser des trajectoires coupées des autres. Donc on ne peut pas dire qu'un individu a du mérite, et je dis souvent un peu sous forme de boutade, quelqu'un qui se vante de ses propres mérites, c'est en réalité un ingrat qui oublie ce qu'il doit à sa famille, ses amis, aux rencontres, à la société dans laquelle il est né,
à la période historique qui peut être faste ou au contraire néfaste. Et donc, en ce sens-là, il faut toujours reconnaître ses dettes. Alors ça ne veut pas dire pour autant qu'on va être écrasé par le poids de ce qui nous a été donné, puisqu'en retour, on va aussi rendre, restituer. Et j'aime beaucoup la formule d'Annie Ernaux, qui, se sentant coupable d'avoir trahi son milieu d'origine, ce qui est tout à fait discutable, cette notion de trahison est plus une représentation imaginaire qu'une réalité, mais se sentant coupable de cela, on dit « écrire, c'est ce qui reste quand on a trahi », et elle conçoit l'écriture comme une sorte de don reversé. Elle paye ses dettes par l'écriture, en devenant une sorte de porte-voix des transclasses, en les rendant visibles, en restituant leurs paroles, en montrant les trajectoires qui sont accomplies. Donc voilà pourquoi je considère qu'on n'a pas à parler de mérite ou de méritocratie, et inversement, quelqu'un qui change de classe sociale, bien sûr qu'on peut dire que sur le plan économique, lorsqu'il vient d'un milieu très aisé et qu'il va se retrouver ruiné ou contraint de vivre de son travail, on peut dire effectivement que sur le plan économique, il a perdu, mais ce n'est pas nécessairement une perte ou un déclassement, parce que ça peut être aussi une occasion de découvrir un autre milieu, ça peut être aussi une occasion de sortir de l'entre-soi, de sortir au fond de cet héritage qui tombe tout cuit à la naissance. Et donc, ce n'est pas forcément une malchance d'être un déclassé, entre guillemets. Et c'est pour ça que ces notions d'ascension ou de déclassement me paraissent plus des fictions, me paraissent plus idéologiques qu'exprimant une réalité. Parce que pour moi, la vraie question que doit se poser un transclasse quand il connaît une trajectoire où son sort s'améliore sur le plan économique, culturel, où il a plus de poids dans la société, la vraie question, c'est celle de savoir ce qu'il fait à la place où il est. Et on peut très bien, à un moment donné, faire une trajectoire dite ascendante et en réalité chuter moralement, déchoir moralement. Si on se sert par exemple de tous les avantages acquis économiques, politiques, culturels pour écraser les autres, pour les dominer, est-ce qu'on peut dire qu'on s'est vraiment élevé? Est-ce que c'est vraiment une ascension? Voilà les questions qu'on peut se poser. Ou de la même manière, on peut prendre l'exemple de ceux qui ont quitté leur classe bourgeoise pour se battre aux côtés des ouvriers. Je pense en particulier à des gens comme les établis, ces militants maoïstes qui sont allés travailler en usine pour partager la condition ouvrière et puis essayer d'éveiller la conscience de classe, essayer de mener des luttes. Est-ce qu'on peut vraiment dire qu'ils se sont déclassés? Bon, voilà pourquoi ces notions-là dans lesquelles sont prises les trajectoires transclasses, de mérite ou de démérite, me paraissent un peu factices et empêchent finalement de réfléchir à ce que c'est qu'une trajectoire, à ce qu'on fait de ce qu'on a fait de nous, et comment on le défait, comment on le refait, comment on se reconstitue à partir du travail de déprise qu'on a dû faire pour s'adapter à un nouveau milieu. Ça me paraît des questions autrement plus intéressantes que la question de savoir si on va distribuer des bons points ou des mauvais points aux bons élèves ou aux mauvais élèves selon que dans l'échelle sociale, ils ont monté 3 échelons ou ils en ont descendu 3. Oui, je remercie. Il y a une première question qui me vient aussi sur la question du récit de soi, parce que vous avez parlé du fait qu'on n'a pas à parler de mérite ou de méritocratie. Il se trouve cependant qu'il y a beaucoup de personnes qui ont une trajectoire transclasse parlent elles-mêmes de mérite en se disant j'ai travaillé, j'ai mérité, et s'attribuent à leur personne propre leur réussite individuelle et leur passage d'une classe sociale à une autre. Et dans ce récit de soi que font les personnes, la question du mérite est très chargée en affect. Et il semble assez difficile de le nier d'un point de vue affectif, puisqu'il y aura une grande résistance de la part d'une personne qui a fait un parcours ascendant en disant mais comment est-ce que vous m'enlevez mon mérite, vous pensez que je ne l'ai pas eu. Donc la question que je me pose, c'est d'un point de vue des affects qui dirigent l'individu, comment est-ce qu'on peut réussir à faire passer le récit de soi d'une personne transclasse sans nier non plus son affect personnel ou individuel dans sa trajectoire? Alors effectivement, il y a ce que j'appellerais une vérité de l'affect,
C'est-à-dire la manière dont il faut distinguer une chose, le parcours, on pourrait dire objectif, c'est-à-dire qu'est-ce qui au fond, si on analyse avec du recul ou si un étranger analyse notre parcours, quelles sont les causes qui ont joué dans nos trajectoires. Donc ça, c'est on pourrait dire la trajectoire objective. Donc on va prendre en considération, par exemple, les facteurs familiaux, les facteurs religieux. On va prendre en considération les rencontres, la trajectoire scolaire, les lois politiques, économiques, tout ça, ça fait partie des trajectoires. Et puis, il y a la manière dont on se la représente. Et généralement, on est extrêmement aveugle sur soi-même. Hein. C'est donc très très difficile de regarder exactement ce qui s'est joué pour soi, d'autant plus qu'on est pris dans une sorte de discours ambiant qui a des explications toutes faites, et d'autant plus aussi que la notion de mérite étant valorisante, bien, narcissiquement, c'est assez jouissif de pouvoir dire que quand même on est quelqu'un d'exceptionnel, qu'on s'est distingué du lot, qu'on n'est pas comme ses frères et sœurs, par exemple, qui eux sont des feignants ou qui ne se sont pas donné autant de mal. Donc il y a une vérité de l'affect. Et la leçon que j'ai tirée de Spinoza, c'est qu'un affect ne peut être vaincu que par un autre affect. Et donc ça ne sert à rien de raisonner quelqu'un, de dire mais non, tu as des dettes, en réalité tu nous racontes des histoires parce que bien sûr tu as travaillé, mais toi on t'a encouragé à travailler, on t'a pas mis les bâtons dans les roues, quand tu revenais avec des bonnes notes on disait que c'était bien, il n'y avait pas de l'indifférence, on ne disait pas que tu perdais ton temps à l'école, donc tous ces discours qui permettent aussi que soit libérée en nous une énergie pour le travail par exemple, on peut en prendre conscience effectivement en analysant les choses, mais lorsque quelqu'un se réfère à lui-même, ben, il voit les faits, et puis il n'en voit pas les causes. Donc les causes sont invisibles, donc il voit le résultat, et contemplant ce résultat, eh bien, légitimement, il va en être fier, ou il va en avoir honte, ou il va se sentir coupable, par exemple, par rapport à ses frères et sœurs qui n'auront pas la même trajectoire, qui n'auront pas le même type de vie. Donc ces affects-là, ils sont nécessairement présents. Et donc si on veut les vaincre, ça suppose un travail sur soi, un travail avec d'autres, et peut-être certaines époques différentes de la vie. Hein. Par exemple, ça ne sert à rien de culpabiliser quelqu'un en disant mais tu vas pas avoir honte de tes lacunes, tu vas pas avoir honte de ne pas savoir quels sont les codes dans un milieu bourgeois. Cette injonction à surmonter l'affect en attaquant l'affect de front, c'est aussi une violence parce que il faut que petit à petit quelqu'un puisse prendre confiance et qu'il puisse se libérer de sa honte, qui retourne le stigmate, hein, comme on le voit dans de nombreux mouvements. On commence par avoir honte et puis on revendique une fierté, comme dans la fierté gay par exemple, après avoir eu la honte d'être jugé déviant. Mais ces trajectoires-là, elles supposent aussi qu'à un moment donné, on ait honte d'avoir honte, on éprouve de la fierté, et puis qu'à un moment donné, on se libère aussi de cette fierté en disant que, moi je dis qu'un être libre, c'est un être qui n'a ni honte ni orgueil. Mais je ne veux pas dire par là qu'il faut culpabiliser les gens qui peuvent revendiquer un certain mérite. Je dis simplement que c'est une illusion, mais une illusion, on peut y trouver son compte d'une certaine façon, quoi. Et puis, ça peut être utile, parfois des fictions, ça peut être quelque chose qui dynamise. Si quelqu'un estime qu'il a eu beaucoup de mérite, ça peut lui donner un sentiment de plénitude, ça peut l'aider à surmonter la culpabilité qu'il peut aussi avoir, hein, à l'égard de ceux qu'il a laissés derrière. Et c'est une manière de se justifier aussi, parce que quand on dit « mais oui, mais moi j'ai du mérite », c'est une manière de dire, sur le fond, qu'on a une valeur, et si on a besoin autant d'affirmer une valeur, c'est quand même qu'il y a peut-être un petit doute derrière. Et dans les brèches de ce doute peut s'infiltrer la réflexion, mais ce n'est pas automatique. Voilà. Vous parlez aussi du récit, des fictions qu'on fait sur soi. En fait, d'un point de vue personnel, vous avez été ma professeure il y a quelques années à l'université, je vous avais rendu un travail sur Édouard Louis, qui avait fait de l'autofiction sur son passage transfuge de classe. Et il avait deux ouvrages le premier étant Finir avec Eddie Bellegueule, où il analyse sa trajectoire transclasse en montrant pourquoi est-ce toutes les adversités auxquelles il faisait face et pourquoi est-ce qu'il avait senti une sorte
d'élection ou de trajectoire individuelle. Et le second étant Changer méthode, où il raconte la même histoire, mais du point de vue inverse, où il raconte toutes les toutes les facilités qu'il a eues et toutes les personnes qui lui ont ouvert la voie pour la réussite sociale. Et force est de constater que ce qui intéresse le public, c'est la première version, c'est-à-dire En finir avec Eddie Bellegueule, et c'est le mythe encore du self-made man qui domine chez les lecteurs ou dans la société en général. Mais il y a un goût du spectaculaire, le goût de ce qui est tranchant, de ce qui est d'une certaine forme de violence affirmée et un culte de l'individu qui est le miroir de nos sociétés. C'est-à-dire que peut-être que dans une société où on a plus été éduqué à la solidarité, aux échanges, on aura tendance davantage à valoriser ce que les autres nous ont apporté. Donc il est clair que ces récits sont le miroir de l'idéologie dominante. Et donc on ne peut pas non plus le leur reprocher au sens où quand on baigne dans l'idéologie, on n'en a pas conscience non plus. Donc et nos goûts sont formatés par le prodige, le merveilleux. Et quand on voit finalement les coulisses, ça apparaît moins prestigieux d'une certaine façon. Mais la notion de prestige, c'est intéressant, parce que prestige, ça vient d'illusion. Donc c'est ce qui fait illusion et ce qui nous dupe. Mais quand on réfléchit un petit peu, ce qui est frappant dans une trajectoire, c'est qu'on n'a pas fini de la réinterpréter. Autrement dit, on peut analyser les choses selon un certain prisme. Alors évidemment, on peut mettre en avant l'individu, on peut mettre en avant la dimension sociale et familiale, et si on regarde ailleurs, on peut mettre en perspective historique, dire dans quel type de société on vit, pourquoi j'ai tel type de discours alors que le discours sera totalement différent dans le pays voisin. J'en donne qu'un exemple. En France, on est un pays très centralisé, donc le mythe de l'ascension sociale, c'est d'abord monter à Paris, avec souvent les corps d'État qui apparaissent comme prestigieux, les grandes écoles, etc. Quand on parle des transclasses, par exemple en Italie, ce qui est très frappant, c'est que la première action, elle consiste à dire que c'est un problème, la question de l'ascension sociale, c'est un problème franco-français. Et en réalité, on s'aperçoit que dans le contexte italien, évidemment, il y a aussi des difficultés à changer de classe sociale, mais c'est plus pensé en termes d'opposition entre le nord de l'Italie qui est riche et puis le sud qui est plus pauvre. Donc plus en termes géographiques, d'échanges de régions et de clivages et d'affrontements régionaux. Moins peut-être en termes de classe. Et ce qui m'a assez frappé aussi, c'est que on dit souvent que dans notre pays, et c'est là-dessus d'ailleurs que Bourdieu et Passeron avaient fondé leur analyse critique, on insiste beaucoup sur le rôle de sélection sociale qui est effectué par l'école. Et moi, on me disait très souvent, oui, mais ça c'est les Français, c'est vous qui êtes dans un régime toujours aristocratique, vous forgez des élites et c'est très difficile d'appartenir à l'élite. Nous, en Italie, tout le monde peut aller à l'université. J'étais un petit peu sceptique. Et puis, oui, parce qu'il n'y a pas de grandes écoles, il n'y a pas les filières nobles et puis le tout venant, d'une certaine manière. Mais en réalité, même s'il y a plus de gens de milieu populaire qui sont à l'université, qui obtiennent des diplômes, ça ne sert strictement à rien, parce qu'en réalité, quand on obtient un poste, ce n'est pas par le biais des diplômes, c'est par le biais des relations. Mais ça, on ne le voit pas. C'est-à-dire qu'il faut faire une sorte de suivi, par seulement regarder ceux qui sont rentrés dans l'université, mais ceux qui en sortent avec des positions sociales différentes. Et là, ça change et on s'aperçoit que, contrairement à ce qu'on pourrait penser, eh bien, la mobilité sociale est plus faible en Italie qu'en France. Donc c'est important effectivement de faire bouger les lieux et les récits, souvent les récits en Italie, par exemple celui de Morante et l'ami prodigieux, il n'est pas pensé en termes de mobilité sociale. En réalité, c'est deux trajectoires, dont l'une reste sur place et l'autre va quitter le milieu environnant et s'enrichir. Donc ça, c'est vrai que les récits nous révèlent notre imaginaire et les limites de notre imaginaire, et c'est raison pour lesquelles
c'est important justement peut-être d'avoir des contre-récits ou des récits alternatifs, alors, même s'ils séduisent moins, parce qu'il y a le goût, on nous a formaté à penser au merveilleux, à l'exceptionnel, etc. On n'a pas tellement envie de voir ce qu'il y a derrière, mais en produisant des récits alternatifs, il y a aussi une habitude, un élargissement, je dirais, de la pensée qui s'effectue, et j'ai été assez frappée de voir que dans les 10 années qui ont suivi l'apparition de ce livre, il y a eu une prolifération de récits qui n'ont pas tous été homogènes. Il y a quand même une grande diversité. Il y a parfois des récits à 2 voix, il y a des récits où on va plutôt raconter des trajectoires jumelées avec un milieu, ou en discussion avec un alter ego. Donc il y a eu une variation qui était assez intéressante. Et puis des autosociobiographies d'une richesse extraordinaire. Je pense à Rose-Marie Lagrave, qui réalise presque l'exploit d'analyser sa propre trajectoire comme s'il s'agissait de celle d'une autre. C'est tout à fait remarquable, c'est une distance, une lucidité par rapport à son propre parcours, et on est bien loin du récit un peu géographique de l'aventurier qui va, comme Rastignac, dire à nous de Paris, et puis montrer tous les obstacles et tous les ennemis qu'il a décapités sur son passage. C'est un peu ça, quoi. Enfin, donc il y a des récits qui sont des récits guerriers, parfois un peu virilistes, je dirais, et puis il y a des récits qui font plus la part belle à l'époque, à la période sociale, aux échanges, aux rencontres, comment au fond nous sommes façonnés aussi par nos amis, par nos amours, par nos changements d'orientation professionnelle. Et là, c'est plus en finesse, c'est plus délicat, je dirais, c'est plus subtil, et donc plus difficile d'accès, mais avec la diversité, je pense que ça infléchit un peu le cours des choses. En tout cas, moi, j'ai trouvé qu'il y a plus de récits qui montrent la singularité, et sont plus tous sur le même modèle, du style j'ai eu beaucoup d'obstacles, j'ai beaucoup de mérite, j'avais honte, maintenant j'ai plus honte, j'ai surmonté ceci, et j'ai pris ma place dans la société, je suis légitime, etc. Il y a des trajectoires qui sont beaucoup plus nuancées et qui peuvent être aussi plus utiles, je dirais, à tout un chacun, parce qu'il ne s'agit pas simplement de penser un phénomène individuel comme coupé du reste, mais je crois que dans les trajectoires transclasses, le changement qui se fait, c'est un changement qui est aussi à penser les changements qui arrivent à tous les individus, puisque nous sommes sans arrêt en train de nous faire et nous défaire, même si c'est ténu, même si c'est pas forcément toujours spectaculaire, mais nous sommes contraints de chercher notre place, ou de renoncer à dire que la question de la place est une question centrale, à vouloir une identité nomade par exemple. Nous sommes contraints sans arrêt à changer d'identité, à nous modifier, et donc les parcours transclasses peuvent être exemplaires à ce niveau-là. Je dirais qu'ils ne sont pas exceptionnels, ils sont exemplaires au sens où ils font voir comment on est fabriqué par notre classe sociale, d'abord par notre famille, puis par notre milieu, l'école, etc. Et comment finalement on se détricote et on se retricote sans cesse. C'est pour ça que j'ai parlé de complexion, hein. Chacun a une complexion. C'est l'ensemble des fils qui se nouent et se dénouent pour tramer notre existence. Et je crois que ça, à travers les récits transclasses, ils sont vraiment diversifiés. Ça peut donner matière à réfléchir, savoir comment effectivement on définit notre trajectoire dans l'existence, qu'est-ce qui joue, comment on arrive à se déprendre de ce qui nous oppresse aussi, ça c'est capital, comment on essaye de dépasser certains affects qui nous font souffrir. Et comme beaucoup de transclasses traversent des périodes, alors c'est pas une norme, hein, mais traversent des périodes de mise à l'épreuve, de déchirement, de souffrance, et c'est intéressant de voir comment ça peut s'apaiser, quel travail on peut faire pour faire en sorte que dans l'entre-deux classes, on ne soit pas écartelé, quoi, par exemple, ce qui peut arriver parfois. Oui. Et vous avez employé, vous employez dans l'ouvrage le concept de complexion. Et en fait, avec la théorie des exceptions que vous faites dans ce livre, ça permet également, je pense, d'éclairer la lecture de la norme générale, ou disons la lecture de la reproduction bourdieusienne, puisqu'il y a une tendance qui s'observe de prendre Bourdieu
comme si, et d'évacuer la question de la contradiction, et de penser la reproduction de manière comme un phénomène mécanique, et de ne pas penser ce qui se joue à chaque fois dans chaque individu. Et vous montrez bien, à travers ce concept de complexion, que ce n'est pas une reproduction comme une impression mécanique, mais que dans chaque individu se jouent des contradictions, et qu'en fait ce qu'on pourrait évacuer sous le terme d'habitus en disant si tout le monde répète la même chose ou il y a une reproduction identique, les transclasses nous montrent que chez eux c'est pas le cas, mais aussi chez ceux qui ne le sont pas, ce n'est pas le cas. Tout à fait, c'est-à-dire que ça permet de donner une forme de plasticité aux existences. Alors il est vrai que c'est aussi parce qu'on a durci le concept d'habitus chez Bourdieu qu'on a eu tendance à l'interpréter comme des dispositions à la répétition, mais Bourdieu retravaille ce concept, montre bien qu'il y a aussi une forme de souplesse, d'adaptation, et s'il y a une adaptation, c'est qu'il y a quelque chose qui bouge. Mais je pense que ce concept-là mérite d'être englobé dans le concept plus vaste de complexion, parce que ce qui nous constitue bien sûr sont des habitus qui sont liés aux pratiques répétées de nos parents, de notre milieu, mais en même temps, de toute façon, on ne reproduit jamais de façon strictement semblable, c'est-à-dire la copie n'est jamais le modèle, il y a toujours une petite différence qui fait qu'on perçoit que c'est la copie. Donc même dans les cas où on voudrait strictement reproduire, eh bien, il y a une petite marge d'erreur ou une petite anomalie qui fait qu'on ne reproduit jamais vraiment de façon stricte. Autrement dit, on s'individualise toujours d'une certaine façon, même lorsque on reste dans le même milieu, même lorsqu'on a une trajectoire qui n'a pas une ampleur démesurée. Et ce que je voulais montrer dans la notion de complexion, c'est qu'à la fois, bien sûr, il y a des choses des affects qui se sédimentent, il y a des dispositions qui sont liées à l'enfance, mais tout ça, c'est sans cesse en travail. Et c'est pour ça que la métaphore textile, elle est très riche dans la notion de complexion. Hein. Ce sont les complectérés, c'est nouer ensemble. Donc un nœud, il peut être serré, mais il peut être lâche. Il y a des fils qui peuvent se casser, on peut rompre avec son milieu, mais on peut renouer. Donc c'est important de penser effectivement toute cette plasticité, sans pour autant en revenir à l'idée qu'on est d'un libre arbitre, on peut faire ce qu'on veut, etc. Il y a cette texture et on doit faire avec, hein, mais cette texture, c'est pas une toile d'araignée dans laquelle on est figé. On peut tisser d'autres toiles, on peut forger d'autres liens, et donc en ce sens-là, il y a une nécessité de penser effectivement une plasticité des êtres. Plasticité qui peut aller jusqu'à un certain point, mais qui est quand même réelle. Et je crois que la pire des choses, c'est effectivement enfermer quelqu'un dans ses déterminations, disant voilà, tu as un caractère et ton caractère, tu n'en changeras pas, parce que d'une certaine manière, c'est nier la possibilité d'un changement, c'est nier la possibilité d'un accroissement de puissance d'agir. Donc, si l'habitus nous enferme, il faut précisément qu'il se métamorphose d'une certaine façon. Et je vois même chez Bourdieu, il y a cette possibilité de dispositions qui sont en travail, qui, au contact d'un autre milieu, vont jouer sur les acquis, mais être obligés de bouger un peu, parce que sinon, on court droit à l'échec d'une certaine façon, quoi. Je vous remercie. Je pense qu'on peut ouvrir la discussion avec la salle. Si quelqu'un a une question ou une intervention, n'hésite pas. Oui. Pour revenir vraiment à la dernière chose que vous avez évoquée, sur la complexion, on peut quand même noter chez Bourdieu qu'il y a l'effet d'allodoxia qui ramène un peu toujours au milieu social, même dans une trajectoire qui serait ascendante si on reprend les termes de la sociologie. Est-ce que c'est pas quelque part quelque chose qui enferme quand même ces effets d'allodoxia ? Alors, c'est un phénomène qui peut jouer, mais je pense qu'il est un facteur et qu'on ne peut pas considérer que c'est le facteur dominant en dernière instance. C'est pour ça que je crois qu'il faut penser, les complexions, parce que sinon on ne comprend pas cette non-reproduction. Si l'habitus,
c'est ce qui permet la reproduction. On ne voit pas comment il engendrerait la non-reproduction. Ça reste un point aveugle. Donc on est obligé de retravailler cette question-là pour comprendre ces parcours atypiques. Et en ce sens-là, je crois que c'est important pour mieux comprendre la reproduction, pour mieux comprendre le travail de l'habitus d'une certaine manière, de se placer du point de vue de la non-reproduction et d'englober des complexions plus larges que celles qui ont été vues jusqu'à présent. Et c'est la raison pour laquelle, dans le travail que j'ai continué, puisque ce livre a été publié pour la première fois en 2014, je reprends cette question de reproduction et non-reproduction en montrant qu'il ne faut surtout pas penser la reproduction sans la non-reproduction. Je crois qu'il faut injecter tout de suite la non-reproduction pour mieux comprendre les trajectoires, parce que sinon on a tendance à séparer, à figer, et c'est peut-être ça qui est le risque d'une pensée de la reproduction, d'une pensée de l'habitus. Ça a tendance quand même à solidifier les choses. Et donc on peut introduire plus de fluidité sans pour autant qu'on nie la présence de déterminismes sociaux. Mais encore une fois, la question qui se pose, c'est de savoir qu'est-ce qui, à l'intérieur même d'une société où tout semble jouer d'avance, qu'est-ce qui peut se gripper, qu'est-ce qui peut permettre de la modifier. Et tant qu'on n'étudie pas les facteurs qui permettent de modifier, on ne peut pas penser finalement une puissance d'agir nouvelle. Voilà pourquoi ça me paraît quelque chose de vraiment important d'avoir un point de vue plus englobant avec la notion de complexion. Et de l'enrichir, puisqu'on peut mettre au jour un certain nombre de facteurs, et puis prendre en compte des différences plus fines au fur et à mesure que l'histoire nous les révèle, au fur et à mesure qu'on est sensibilisé, ou qu'on voit des cas qui nous montrent d'autres types d'exemples et de trajectoires, et donc on va intégrer au parcours. Est-ce que vous pouvez donner par exemple quelques exemples de facteurs pour qu'on puisse un peu identifier, on peut avoir une visibilité sur... Parce que vous parliez aussi que, si j'ai bien compris, c'est que donc c'est l'environnement aussi qui joue sur la transclassisme, voilà exactement. Et donc si vous aviez un peu identifié des structures qui se répétaient dans des schémas, ou si justement c'est vraiment quand même assez personnel, ou si vous aviez identifié des facteurs communs dans vos études. Alors d'abord... En dehors de l'école, puisque du coup oui, l'école est quand même aussi... Alors il y a un facteur qui est une condition nécessaire, mais qui n'est pas une condition suffisante. C'est un facteur économique et politique, en fonction des politiques qui sont menées, c'est-à-dire par exemple le fait qu'on ait un système de bourse ou d'aide culturelle ou pas, les trajectoires sont possibles ou pas. Autrement dit, vous aurez beau avoir un milieu familial qui est tout à fait propice à la discussion, des parents qui auront envie de voir des enfants qui ont une meilleure vie qu'eux, qui les poussent à faire des études. Si vous n'en avez pas les moyens matériels, il est clair que c'est quelque chose qui ne pourra pas se réaliser. Ce sera le malheur de ne pas pouvoir, ce sera le désir de vouloir autre chose, mais le malheur de ne pas pouvoir le réaliser. Et on le voit quand on analyse les statistiques de la reproduction, selon les politiques qui sont menées, il y a des écarts considérables. Par exemple, dans les pays scandinaves, où il y a des politiques sociales très développées, moins maintenant, mais à une certaine époque, ce sont les pays scandinaves qui connaissent le taux de mobilité sociale plus forte. Et c'est pas seulement des moyens
des moyens matériels, c'est aussi une organisation de l'école où il n'y a pas de hiérarchie entre les élèves, on ne met pas de notes au départ, donc ce qui est inconcevable pour nous par exemple. Bon, et le pays où il y a le moins de mobilité sociale, où on a besoin de fabriquer des mythes, c'est les États-Unis, hein, je dis dans les pays occidentaux. C'est là que c'est le taux le plus faible, au Royaume-Uni également, bon, parce que c'est l'individu qui doit se débrouiller tout seul, donc il n'y a pas de politique, il n'y a pas d'aide sociale, il n'y a pas d'aide scolaire, il y a parfois quelques bourses, mais c'est un système beaucoup moins développé, donc ça c'est un facteur qui joue à plein, et donc selon les politiques économiques et sociales, eh bien, on va avoir des transclasses ou pas. Par exemple, si on regarde avant la Première Guerre mondiale, en France, il y avait très peu de transclasses. Ça s'est fait à partir de 1945, c'est-à-dire à partir du moment où on a mis en place, avec le Conseil national de la résistance, des politiques sociales, des politiques aussi de santé qui permettaient de se développer, d'avoir des meilleures conditions et physiques et matérielles, et aussi un encadrement beaucoup plus fort, c'est-à-dire ces systèmes de bourse. Et c'est frappant parce que dans le livre, je prends l'exemple d'un village après la guerre, un village très pauvre, où par le système des bourses et des écoles normales d'instituteurs, a permis à des élèves de quitter le milieu paysan, mais paysans très pauvres, puisque c'était en pleine montagne, ce qu'on n'avait jamais vu auparavant. Et quand les écoles normales ont cessé d'exister, je ne vais pas vous donner tout le détail, plus aucun enfant de ce village n'a pu continuer à faire des études et connaître un... Donc ça, c'est vraiment un facteur très important. Alors ensuite, ce qui joue aussi beaucoup, donc là, je dirais que c'est un facteur social général. Ce qui joue aussi beaucoup, c'est dans la famille, les trajectoires des parents qui ont été frustrés et enrayés par des guerres, par le manque de moyens. Donc très souvent, il y a une sorte de transmission d'un désir frustré, ça ne se fait pas forcément de façon consciente, ou ça se fait de façon consciente, moi j'ai une belle vie, j'ai envie que tu profites-en. Donc il y a cette propulsion par la famille qui est très importante, c'est la valorisation de ce parcours. En revanche, si on dit, si on tient un discours, au contraire, tu ne vas pas nous abandonner, tu seras meunier comme ton père, ou tu seras couturière comme ta mère, enfin, des stéréotypes comme ça, on ne peut pas en sortir. Donc le milieu familial joue beaucoup, parce que c'est plus facile de partir de ne pas se sentir coupable de partir, de trouver des ressources pour partir quand on est accompagné par une famille qui a ce désir-là. En revanche, si on dit que vous êtes prétentieux, que vous voulez distinguer du lot, bon, vous serez en tension, vous aurez le désir de partir, mais vous serez retenu. Après, ce qui joue aussi beaucoup, c'est la place dans la fratrie. La place dans la fratrie, ça joue parce que si, par exemple, vos parents ont des désirs à réaliser qui sont mûrs et frustrés et se projettent sur vous, se projettent sur l'aîné d'abord, si l'aîné échoue, ça se reporte sur le deuxième. Et si l'aîné réussit, pour le deuxième, c'est difficile parce qu'il ne sera que le deuxième. Alors je pense à ce livre magnifique de John Edgar Weinman, Suis-je le gardien de mon frère, où John Edgar Weinman analyse la trajectoire de son frère le cadet et la sienne. Lui, il vient du ghetto nord de Pittsburgh, il devient universitaire puis écrivain, et son frère, lui, va finir en prison dans les barreaux à vie, après un braquage qui a mal tourné, et essaie de comprendre comment deux semblables de frères peuvent avoir des trajectoires aussi différentes. Et en fait, toute la dynastie des Weinman, avant le petit cadet, Robbie, ils étaient tous brillants à l'école. Et Robbie, le dernier, quand vous allez passer dans la rue, on dit « Ah, le petit Weinman, le petit dernier, il sera bon à l'école comme ses frères. » Et lui, l'idée d'être un numéro, un bon numéro comme les autres, ça ne lui plaisait pas. Dans leur dialogue, on découvre que Robbie se dit « Mais vous êtes des bourges. Vous êtes dans les rangs, moi je voulais être un rebelle. » Voilà. La trajectoire, elle va être aussi fonction de la place qu'on a, qu'on nous a laissée d'une certaine manière. Donc ça, je mets des détails comme ça, il faut tous les penser ensemble, c'est pas un seul élément qui joue.
Mais vous voyez, par exemple, John Edgar Weinman, il est devenu universitaire parce qu'il y a un système de bourse qui a été mis en place à ce moment-là pour les Noirs. Il serait né 50 ans avant aux États-Unis, c'était fini, quoi. Enfin, c'était pas possible pour lui. Donc tout ça, c'est à penser ensemble. Oui, bonsoir. Merci pour la conférence. J'avais une question un peu dans la lignée des deux précédentes, c'est sur le concept de nomade. Est-ce que vous pensez qu'il y a vraiment des nomades, c'est-à-dire qu'ils sont pleinement intégrés dans leur milieu d'origine et leur milieu d'arrivée, ou est-ce que les dynamiques même du transclasse ont tendance à contredire cette idée même du nomade, au sens où éventuellement si on revient dans son milieu d'origine, on sera plus même perçu comme celui qui est allé dans un autre milieu? Est-ce qu'il n'y a pas finalement des affects, des affinités, des choix, des valeurs qui rendent ce concept difficile? Je sais que votre collègue en un sens, Gérald Bronner, aime bien ce concept-là de nomade et considère que c'est plus... Il s'y reconnaît plus, donc qu'est-ce que vous en pensez d'une manière générale? Disons que d'abord, il n'y a pas une figure imposée. Alors on peut dire, moi si je parlais de transclasse, trans c'est l'idée d'une traversée. Donc il y a quelque chose comme une migration, une forme de nomadisme. Mais un nomadisme, il ne se fait pas à partir de rien. Ce n'est pas un individu qui se déplace tout seul d'une certaine façon, puisque il va rencontrer, il va traverser des territoires et tout va être fonction de l'accueil qui va être fait. Donc c'est pour un transclasse, de toute façon il a une origine, hein. On n'est pas nomade au sens on vient de nulle part, il a une origine, même s'il rompt avec sa famille, il ne peut pas faire qu'il n'a pas été l'enfant de ceux-là, hein, même s'il essaie de se faire adopter par d'autres personnes. Donc il y a un passé, qui peut être un passif ou une force au contraire. Hein. Et puis dans le milieu où il évolue, il n'est pas forcément bien accueilli, donc il ne circule pas nécessairement librement, il n'est pas légitime, on peut le traiter d'imposteur, on peut considérer qu'il vient prendre la place des autres, qu'il aurait mieux fait de rester à sa place. Et même chose, quand quelqu'un vient d'un milieu bourgeois qui se retrouve dans un milieu ouvrier, on le considère aussi comme un intrus, on se méfie de lui, il peut y avoir de la méfiance, de toute façon il n'est pas sincère, il retournera très vite vers le carnet d'adresse ou le carnet de chèques de ses parents. Ces figures-là, il n'y a pas un nomadisme pur, il y a du jeu au sens où ça bouge, mais en même temps ça bouge dans un contexte donné, c'est-à-dire que parfois c'est serré. C'est un jeu serré au sens où, par exemple, le retour en famille, après un parcours de transclasse, il n'est pas nécessairement évident parce qu'on peut vous attendre au tournant, comme disait Frantz Fanon. On peut se demander si vous êtes toujours du milieu ou pas, et donc vous mettre à l'épreuve. Et donc là, ça dépend de l'accueil qui aurait été fait, mais le transclasse peut, pour pouvoir être réaccepté dans son milieu, un peu dissimuler un certain nombre d'acquis qui le feraient trop remarquer ou qui susciteraient du mécontentement, de la jalousie. Donc il peut jouer son ancien rôle et donc pas forcément être aussi nomade qu'il souhaiterait et circuler de façon détachée. Ou de la même manière, dans le milieu d'arrivée, si il est bien accueilli, ça sera peut-être plus facile. Sauf qu'il peut aussi être utilisé comme une sorte de mascotte, comme une sorte de vitrine de réussite, ou comme un moyen pour le milieu dominant de se donner bonne conscience. Vous voyez comme on est tolérant, accueillant, etc. Donc vous voyez, la notion de nomadisme, elle ne permet pas de rendre compte de toutes ces situations fines, et donc des situations de passage, et de passages qui ne se font pas forcément de façon toujours directe. Ça peut se faire par aller-retour, par ligne brisée, par stade, des longues périodes où on ne bouge pas, et puis ça va rebouger à nouveau. Donc c'est pas linéaire et c'est pas quelque chose qui obéit au pur décret, à la pure fantaisie, bon maintenant je vais là, etc. On traverse des territoires et il faut s'accommoder de ces territoires. On a beaucoup parlé de fiction ce soir. Vous avez cité Elena Ferrante, Rastignac à travers Balzac. Et je me pose la question, en fait, je comprends l'intérêt de l'auteur d'écrire sur les transclasses, étant donné que c'est le personnage parfait pour explorer toutes les couches sociales et de pouvoir les critiquer de l'intérieur. Et d'un autre côté, quand on voit Balzac ou même Elena Ferrante, ils étaient,
parlons de Balzac, c'est plus simple, il était majoritairement lu par des femmes à l'époque, même en grande majorité. Et on retrouve des personnages de transclasse un peu partout dans la comédie humaine. Vous avez parlé de Rastignac, qui était encore assez admiré par le public masculin. On en retrouve avec Lucien de Rubempré, et surtout à travers les courtisanes, qui sont les exemples typiques pour Balzac des transclasses. Et si on parle d'Elena Ferrante, elle est aussi majoritairement lue par des femmes, je pense. Est-ce que vous pensez qu'il y a une certaine corrélation entre ces récits extraordinaires et le fait qu'ils plaisent à une partie de la population qui est plutôt féminine? Disons que d'abord ça tient à un héritage, je dirais, culturel, c'est que la littérature et surtout le roman, ça a d'abord attiré un public féminin parce que de façon, je dirais, négative, c'est-à-dire en gros, c'est parce que les hommes ne s'y intéressaient pas. On voit par exemple que les auteurs à une époque, Diderot par exemple, il ne se souciait absolument pas de mettre son nom sur le livre, c'est-à-dire il ne cherchait pas à faire un roman, c'était pas valorisé. Et donc c'était quelque chose au fond qui va s'adresser à un lectorat qui n'est pas le lectorat cultivé, raffiné, qui lui préférera les sciences, l'histoire, la philosophie, etc. Donc il y avait déjà cette partition-là. Le roman ou la littérature, ça s'adresse davantage à un public féminin qu'à un public masculin. Alors, toute proportion gardée, il ne faut pas non plus figer les choses. Et je crois que si ça intéresse beaucoup un public féminin, c'est aussi parce que dans ces récits-là, sortons de la littérature toute simple, dans ces récits-là, il y a l'idée qu'on échappe à une trajectoire figée d'avance. Donc, je pense que ça intéresse beaucoup de femmes qui... surtout à une époque où on avait peu de pouvoir dans la société, qui ont été confinées dans des espaces domestiques, qui travaillaient peu ou avec des positions subalternes. Donc forcément, ça donne d'autres horizons, de l'espoir, du rêve. Donc je crois qu'il y a ça aussi. Ou du rêve, ou une manière d'accepter son propre sort, en disant oui, mais voilà, quand les femmes changent de classe, bon, c'est soit par le mariage, le droit de cuissage, ou en étant des courtisanes, c'est quand même pas glorieux. Je préfère... Donc il y avait soit une identification, soit un phénomène repoussoir. Donc je crois que c'est aussi une des raisons pour lesquelles... ça peut intéresser. De la même manière, ça va intéresser toutes les couches de la société qui sont laissées pour compte, parce que peut-être ça peut donner un modèle, une échappatoire, même si c'est du rêve. Donc ça peut être quelque chose qui ouvre un horizon, un phénomène d'identification, et puis l'idée que oui, tout n'est pas clôturé, une existence n'est pas biffée, donc je crois qu'il y a cela, élargir l'imaginaire. Alors ensuite, évidemment, ça a sa limite, parce que ça ne change pas, qu'un transclasse change de classe, ça ne change rien au système des classes, d'une certaine façon. On pourrait dire que ça l'assouplit, mais en l'assouplissant, ça le conserve encore mieux. Parce que s'il y a un affrontement direct, il peut y avoir un conflit ouvert, et donc renversement de la classe dominante par la classe dominée, comme ça a pu se produire dans l'histoire, avec les retours de bâton parfois très douloureux. Mais si on donne l'impression que c'est fluide, on peut très bien récupérer ces cas de non-reproduction pour asseoir une reproduction encore plus solide, en disant voilà, c'est possible, il y a des passerelles, donc on peut se servir aussi de ces exemples-là comme une manière de nier que dans l'histoire il y a une lutte des classes. Ça c'est aussi, et c'est, je crois, une des raisons pour lesquelles le sujet des transclasses est un peu, ce que je disais au départ dans mon livre, il est un peu politiquement miné, il est récupéré par la droite, parce qu'on en fait le récit méritocratique, et donc utilisé en disant voilà, on voit chacun sa volonté, si tu es en bas de l'échelle sociale, tu l'as bien voulu, tu l'as bien cherché, parce que tu es stupide ou tu es paresseux, et si tu es au sommet de l'échelle, c'est parce que tu as du mérite, donc ça c'est le récit de droite. Et puis la gauche ne veut pas regarder là-dedans, puisque c'est le collectif qui prime, et puis justement il y a cette espèce d'idée que ça détourne du seul combat qui vaille, qui est le combat collectif. Donc, et pour moi, c'est pas que je les renverrai dos à dos, je crois que ce sont deux positions qui sont
insuffisante, parce que précisément on a à prendre aussi des cas singuliers, et c'est pas en niant leur existence qu'on va arriver à mobiliser davantage les individus pour changer leur trajectoire. Je crois que justement ce que peuvent nous apprendre ces singularités, c'est qu'elles ne doivent pas être coupées du commun. C'est-à-dire qu'on peut s'approprier ces histoires, on peut les enrichir, ça fait partie de notre patrimoine d'une certaine façon, et puis ça peut donner d'autres forces pour transformer l'existence. Bonsoir, pardon, juste parce que je suis un petit. Mais je me demandais, on a parlé souvent de puissance, et vous avez parlé de la place qu'on nous laisse et de combler cette place. Et j'ai l'impression que puissance et impuissance vont ensemble, ou de mèche, pour aider les transclasses à justement changer de place. J'ai l'impression que cette puissance, elle vient souvent d'une impuissance. Par exemple, la puissance de partir vient d'une impuissance de rester. Une impuissance soit d'être soi, ou de s'affirmer, ou de faire quoi que ce soit qui va être bon pour la société dans l'encadrement où on est. Et donc la puissance de partir devient la seule puissance qui est possible. Et je me demandais ce que vous pensez justement de cette puissance, de cette impuissance d'être, de partir, de devoir, et même de partir et de revenir, qui est une impuissance un peu fragmentaire, parce que on peut avoir la puissance de partir et la puissance de revenir, ou la possibilité de revenir ne se fait que fragmentairement, ne se fait que partiellement. On va toujours avoir par exemple cette idée qu'on a échoué, une ascension sociale qui est perçue comme étant améliorative, et qu'elle est vue vraiment du point de vue de la société d'une bonne manière, et qu'on l'a échoué, et qu'on doit donc redescendre un peu. C'est vrai qu'il faut penser les deux concepts de façon corrélative, hein, parce que dans les trajectoires, on ne part pas si on n'a pas aussi des motifs de partir. C'est-à-dire que si on est heureux dans son milieu social, que ce soit un milieu bourgeois ou un milieu ouvrier, on a moins d'incitation à partir sur le plan affectif, par exemple, que si on souffre parce qu'on est rejeté, parce qu'on est homo dans un milieu homophobe, parce que on n'a pas sa place dans la famille, on n'est pas le préféré, on est méprisé, etc. Donc déjà, dans les situations d'impuissance ou de grande souffrance, je dirais, on cherche des remèdes, on cherche des moyens de s'en sortir, que ce soit la misère matérielle, que ce soit la misère morale, que ce soit la souffrance de la douleur, on cherche une position plus confortable. Donc il y a bien des situations d'insatisfaction, on pourrait dire, et je crois que c'est aussi à la racine du désir, d'une certaine façon. À la fois, il y a dans le désir cette dimension d'énergie puissante, mais qui s'enracine aussi dans le fait que la situation antérieure ne nous satisfait pas. Et il y a une étymologie du désir que j'aime beaucoup, qui est une étymologie fictive, ça viendrait de desiderarium, et donc manquer d'un astre. Bon, quand il nous manque un astre, eh bien, on va être propulsé pour essayer de le trouver et pour éviter le désastre, justement. Donc c'est ce desiderarium qui va nous donner des ailes d'une certaine manière, il vient aussi du fait que on était au contraire empêchés de voler d'une certaine façon. Et je crois que c'est toujours comme ça, c'est-à-dire que la puissance, elle se constitue sur fond d'obstacles aussi, de résistance et d'affirmation, et dans cette affirmation, il y a aussi la part de négation de ce qu'on veut dépasser. Donc voilà pourquoi je suis tout à fait d'accord avec votre analyse. De la même manière, pour ce qui concerne le retour, il peut y avoir effectivement une impuissance à revenir, parce qu'on est un revenant, une sorte de spectre, on est le fantôme qui vient hanter les autres, parce qu'on pourrait aussi désirer avoir la même vie. Fantôme aussi parce qu'on n'est plus le même, parce qu'on n'est plus que l'ombre de soi par rapport à ce que les autres imaginaient qu'on était, puisqu'on a changé. Donc il peut y avoir cette difficulté-là aussi, ou de la même manière, un sentiment
d'impuissance et d'aliénation dans le monde d'arrivée, puisqu'on a l'impression de singer les autres, de devenir quelqu'un qui est, comme disait Nizan, un chien de garde qui va maintenir l'ordre établi, et de contribuer à resserrer les liens qu'on a voulu délier, puisqu'on va maintenir en position de servitude des gens qu'on a laissés de côté. Enfin, donc c'est vrai qu'il y a toujours cette dialectique, on pourrait dire, entre impuissance et puissance, et comment faire en sorte de passer à une plus grande puissance. Ça, c'est un problème que Spinoza se pose en permanence, puisque précisément tout l'enjeu de la joie, c'est de passer d'une moindre à une plus grande perfection. Et c'est pour ça que je trouve intéressant dans la dimension transclasse le passage. Et ce passage, il ne se fait pas forcément toujours dans le bon sens. On peut considérer qu'effectivement, en passant, on a perdu quelque chose. Il y a quelque chose qui a trépassé en nous, il peut y avoir une forme de mort, sans qu'on le sache, d'une certaine manière. Parce qu'on a été pris dans le miroir des alouettes, d'une certaine façon, parce qu'on a perdu une certaine forme d'authenticité. Je pense à Michelet, qui, dans Les Parcs dans le peuple, dit que parfois, justement, en montant, on perd. On croit que changer de classe sociale, ça va être un gain, mais c'est parfois une perte, on peut y perdre son âme. Et donc la vraie question, c'est de savoir comment ne pas se perdre dans le passage. J'avais une vision, enfin je proposais c'est pas tout à fait le sujet, c'est de considérer les choses de manière plus en masse, puisqu'il me semble qu'on a une période historique où il y a des classes qui se déclassent. C'est-à-dire, c'est un phénomène qui est plus ou moins en France, mais qui est mondial, on a la disparition de la classe moyenne. C'est-à-dire ce que vous décrivez de manière individuelle, en passage d'une classe supérieure à une classe inférieure, on l'observe un petit peu, mais de manière massive. Ça me paraît caractériser la période contemporaine. Alors évidemment, le phénomène transclasse, il n'est pas limité aux individus. C'est pour ça que je disais qu'on appelle transclasse des individus ou des groupes d'individus qui passent d'une classe à l'autre. Et selon les périodes, effectivement, ça peut être plus ou moins massif. Alors après, il faut distinguer deux choses, parce que c'est le sentiment de déclassement qui peut être massif et qui est très répandu, par exemple en France en ce moment, et puis le déclassement réel. C'est-à-dire la question, c'est de savoir si c'est simplement, s'il y a effectivement une augmentation des gens qui font des parcours de la classe moyenne vers la paupérisation, c'est-à-dire en faisant des études statistiques, hein, ou si c'est un sentiment, c'est-à-dire une représentation de soi qui est partagée, mais qui ne correspond pas à une réalité. Or, moi, les derniers chiffres que j'ai, c'est que les statistiques de la mobilité sociale, qu'elles soient individuelles ou en groupe, elles n'ont pas bougé. Donc c'est pour ça que je pense qu'il y a aussi une représentation de la société, où on n'est pas dans des sociétés pleines d'espoir. Donc on se perçoit comme en perte de vitesse d'une certaine façon, parce qu'il n'y a pas de projet collectif, et c'est aussi une des raisons pour lesquelles on se focalise beaucoup plus sur ces parcours de transclasse, parce que c'est les seules issues qui paraissent possibles dans une société un peu figée, hein, une société de classe très rigide. Mais pour l'instant, en tout cas en France, c'est pas si avéré. Alors je pense qu'il faudra attendre les prochaines études démographiques qui vont peut-être traduire dans les chiffres objectifs ce sentiment massif de perte. Mais il est vrai que dans les sociétés, enfin on constate historiquement que quand les rapports de classe se durcissent, les classes moyennes sont prises en étau. Et elles ont tendance à se paupériser. L'écart entre les richesses augmente, et on le voit dans nos sociétés, ça c'est vrai, et les classes moyennes vont basculer très souvent dans le prolétariat. Marx l'avait déjà perçu, il disait que les périodes révolutionnaires, c'est au moment où il y a une grande concentration des richesses dans un petit groupe, et puis les classes intermédiaires sont elles-mêmes reléguées dans les classes dominées, et donc vont s'allier avec ces classes, et c'est comme ça que des mouvements peuvent se constituer.
Alors c'est pas une loi automatique de l'histoire, hein, puisque... Désolé de reprendre la parole, mais j'avais une question qui était très en lien avec celle-ci. Entre le sentiment de déclassement et le déclassement réel, ce qui m'intéresse, c'est d'avoir votre avis sur dans quelle mesure c'est un signe ou une cause de mouvement qui vraiment change la structure de la société. J'ai deux archétypes en tête qui sont la Révolution française et les débuts de l'effondrement de l'Empire romain, où les généraux qui devaient s'assurer de la dynamique impériale de l'Empire, une fois la dynamique précisément arrêtée par la société romaine en général, se sont retrouvés à explorer d'autres avenues de leur accroissement, de pouvoir, etc. Donc est-ce que pour vous, le sentiment de déclassement est plus important que le déclassement réel dans des dynamiques comme ça historiques? Et où est-ce que ça se situe dans la chaîne des signes et des causes, pour simplifier un petit peu le... Je dirais que c'est un symptôme. C'est un symptôme d'un malaise. Et ce symptôme, il a aussi, comment dire, il produit des effets. C'est-à-dire que si on se sent déclassé, alors qu'on ne l'est pas encore, je dirais, ou alors qu'on ne l'est pas, ce symptôme-là, il produit des effets parce que il va déclencher des réactions en masse qui vont soit produire une réaction de la part de ceux qui sont dominants et qui vont réprimer ce mouvement-là, donc produire effectivement cette fois-ci le déclassement réel. S'il y a des revendications, des choses comme ça, ou qui vont s'accompagner d'un désir de comprendre d'où vient ce malaise et de remettre en cause le système social. Donc pas forcément que ça va s'accompagner d'un déclassement effectif, mais en tout cas ça peut s'accompagner d'une manière de vouloir repositionner les classes, les redéfinir parce qu'il y a une insatisfaction, quoi. Enfin, donc l'affect il produit des effets. C'est pas parce que quelque chose est imaginaire, hein, c'est pas parce que je m'imagine déclassée que du même coup ça n'a aucun impact parce que c'est dans ma tête. Cette imagination-là, elle va avoir des effets non seulement sur moi, mais par contagion, par discussion, si elle devient massive, eh bien, elle va induire des types de comportements, des types d'actions qui vont soit produire le déclassement réel, soit déclencher autre chose. Donc, je dirais que là, ce sentiment de déclassement, il n'est pas à mépriser en disant oui, vous faites des idées, etc. C'est dans la tête, soignez-vous. Il est l'indice du fait que la société est malade d'une certaine manière, qu'il y a quelque chose qui ne va pas, qu'il n'y a pas d'espoir, qu'il y a une société figée ou qu'un modèle social a été épuisé, qu'il faut en construire un autre. Donc en ce sens-là, c'est pas à négliger, c'est pas à considérer que ça n'a pas de poids. Et donc là encore, effectivement, entre ce sentiment et puis la réalité, il y a un jeu qui se joue. Soit ils collent l'un à l'autre, vraiment, soit il y a une sorte de béance, mais pour résorber cette béance, ça va créer du mouvement, d'une certaine façon. Pas forcément un mouvement ascendant, mais... Bien. Oui. Merci pour votre ouvrage. Et puis pour tout ce que vous nous dites là, je le dis parce que dans ce que j'ai lu de votre livre, j'ai senti beaucoup de générosité. Merci. À plusieurs titres, de dépassionner un peu ce sujet-là, sortir des récits individuels, un peu aussi dans une veine spinozienne. Et aussi, donc, du même coup, de permettre de penser la chose. Et c'est là que je trouve qu'il y a quelque chose de subversif, c'est-à-dire que le titre, c'est les transclasses, on a l'impression qu'on va s'intéresser à des individus. Alors au début de votre livre, vous dites que vous ne vous situez pas du côté de la sociologie, mais de la philosophie. J'ai eu l'impression de lire aussi beaucoup de psychologie et d'anthropologie, d'une certaine manière, c'est-à-dire notamment avec les affects, et effectivement l'organisation entre nous, collective et sociale. Et donc, penser, oui, et penser d'une façon dépassionnée, et penser notre organisation collective, et pouvoir faire un bilan plus facilement de où on en est, et où est-ce qu'on a envie d'aller, et quels pourraient être les moyens pour ça. Donc je trouve que c'est aussi un geste très politique
de livrer ce livre. Enfin, je dis ça parce qu'il y a aussi beaucoup de jeux de mots, de goût du mot dans ce que j'ai lu. On parlait de Marx tout à l'heure, il y a peut-être des questions aussi là-dessus à poser avec votre livre, mais voilà, si on vous dit comme ça qu'il y a une dimension politique dans votre geste avec ce livre, qu'est-ce que ça je vous dis oui tout de suite, puisque ça correspond à mon intention. Disons que l'objectif pour moi, c'était précisément donner des instruments pour comprendre la société, pour comprendre son propre parcours, mais ça vaut pas seulement pour les transclasses, mais pour tous les individus, comprendre comment nous sommes faits et donner des armes pour une certaine forme de libération et de compréhension du monde. Donc oui, c'était un geste politique, c'est-à-dire déjà briser l'isolement, le silence, le sentiment que peuvent avoir certains transclasses d'être seuls, d'être un peu enfermés dans leur souffrance en croyant que ce sont des souffrances psychologiques alors qu'en réalité elles sont produites par une situation sociale, une situation de passage. Donc donner des instruments comme ça, c'était pour moi permettre à tous les transclasses de se ressaisir, d'ailleurs c'est dédicacé à tous les transclasses, mais aussi à tous les individus, comprendre quels sont les facteurs qui jouent dans les constructions de nos existences. Donc ça c'était un premier point. Et puis, pour moi, ce livre était un premier pas, parce que je suis repartie, dans le livre là, qui va sortir en janvier, je suis repartie de la fin des transclasses, parce que je trouve quand on déplace le sujet sur la question des transclasses, c'est malgré tout, même s'il y a des groupes de transclasses, c'est toujours des trajectoires à l'intérieur des classes et des trajectoires individuelles. Et je disais que le problème, c'est pas de passer les barrières de classe en solo, mais de les abolir pour tous. Ça s'est terminé là-dessus, pour éviter qu'on pense que je renvoyais la question politique seulement à des parcours individuels. Et donc le prochain livre va s'appeler Révolution transclasse, mais transclasse cette fois-ci non pas simplement passer d'une classe à l'autre, mais comment penser les moyens d'abolir les classes. Donc d'aller au-delà de simples parcours individuels. Donc là, je reprends cette problématique-là sous mon angle propre. Donc c'est un parcours qui est à la fois philosophique et politique. Et pour moi, de toute façon, la pensée n'a pas de frontières. Donc quand on commence à diviser en tranches, alors je sais bien que c'est institutionnel, mais on fait d'un côté littérature, sociologie, philosophie, histoire, on se mutile d'une certaine façon, on se prive des connaissances des autres, et c'est pour ça que je dis que quand on pense avec tous les moyens dont on dispose, et il y a des moyens qu'il faut aller chercher ailleurs que dans la discipline qu'on a étudiée, parce que sinon on se sclérose d'une certaine façon. Et il me semble que si j'ai pu produire un objet nouveau, c'est aussi parce que j'ai eu des lectures sociologiques, j'ai aussi eu beaucoup de littérature qui ont alimenté ma réflexion. Donc la raison, elle s'alimente aussi, l'imaginaire, et il y a ce va-et-vient permanent, quoi. Mais vous avez mis le doigt sur le fait que, oui, pour moi, c'est un acte politique aussi. Alors, donner des armes pour se comprendre et rendre visible un problème qui n'a pas été, c'était déjà quelque chose de très important. Et puis d'autres s'en empareront et on pourra faire un bout de chemin un peu plus loin. Voilà. Parce qu'évidemment, on ne peut pas... même si on exalte la mobilité sociale, ça ne suffit pas. Même on passerait, au lieu d'être en France à 3 sur 10, puisque 7 reproduisent et 3 non. Même si on passait à 6 sur 10, même si on passait à 9 sur 10, moi ce qui m'intéresse, c'est toujours celui qui reste de côté, qu'est-ce qu'on en fait, voilà. Et c'est ça la vraie question, parce que sans ça on ne formera jamais société. S'il y a des laissés pour compte, on n'est pas dans un lien de société, on n'est pas dans un lien de solidarité, et donc il y a matière à penser politiquement.